moi, on m'a demandé d'intervenir un petit peu sur une approche de la modularisation, mais hier, il y a eu des témoignages et en fait, je pense que c'est pas trop mal de revenir un petit peu sur ces témoignages pour démarrer. Alors, je sais pas si... parce que... Pour démarrer, revenir un peu sur ces témoignages. Et d'abord, première chose, c'est rendre hommage aux gens qui ont présenté, parce que c'est pas facile de donner à voir ce qu'on fait, quand on sait en plus que c'est toujours imparfait, et que même si c'est parfait, on pense quand même que notre système c'est le meilleur, et puis on a bien raison, parce que c'est le nôtre. Voilà. Et donc, il faut quand même les remercier, même s'ils ne sont pas là, tous, d'avoir présenté ces témoignages. Et donc, je voudrais revenir un peu sur ces témoignages. Alors, globalement, ces témoignages, ils ont montré que quand on prend en compte un grand nombre de paramètres dans la modularisation, et je me demande si je ne devrais pas dire dans la formation, ça devient difficile. Et pourtant, ça a été montré hier par Florence Passé, cette complexité avec le nombre de paramètres non seulement qui augmente et qui croît sans arrêt, mais en plus, dans la temporalité, c'est une complexité qui va de plus en plus vite et à laquelle il faut s'adapter de plus en plus rapidement. Et donc, elle génère effectivement de l'incertitude. Et finalement, modularisation ou formation, je me demande si ce n'est pas un peu l'idée d'anticiper cette incertitude, de s'y préparer en tout cas, pour être capable d'improviser un petit peu à tout moment. Et c'est un petit peu ce que j'ai vu à travers moi, ce que moi j'ai vu à travers ces témoignages. Alors j'ai essayé d'identifier quelques points clés, de les reprendre un après l'autre. Alors vous m'excusez, hein, j'ai pris des notes. Le premier témoignage. Alors le premier témoignage, alors c'est que mon avis. Hein, je m'excuse déjà auprès des gens qui ont présenté. C'est un avis qui va être très caricatural, qui essaye de sortir les grands traits. Et donc je peux avoir parfois mal compris ou voilà. Donc le premier, il a privilégié une entrée par la structure, à mon avis, la structure du dispositif et son efficience, c'est-à-dire au sens de la rentabilité. Il a cherché la rentabilité. Avec un découpage des contenus issu d'une représentation, on va dire, de ce qui est nécessaire pour un responsable d'entreprise agricole. Alors, cette représentation venant, à mon avis, de l'équipe de formateurs ou de formateurs en tout cas. Et la seule référence, c'est donc à la fois la représentation qu'en ont les formateurs et le référentiel de certification. On a bien vu qu'on avait quand même une organisation en UC, même si on avait des modules. Et alors, l'avantage de cette construction, c'est qu'elle est solide. Vous avez vu qu'elle avait 30 ans d'âge quand même. Elle avait un beau millésime. Donc c'est une construction qui est solide. Quand on construit à partir de la structure, on a forcément une construction qui est solide, mais qui est aussi rigide. Il nous l'a dit, il ne faut pas être absent, quoi. Voilà. Donc on voit bien là la rigidité de la structure. En même temps, si on regarde un petit peu mieux, c'est quand même un dispositif qui fait fonctionner 80 stagiaires. Alors moi, je me suis donné un petit calcul à partir des informations qu'il a données, hein, et j'ai pris de la marge. Hein. Ces 80 stagiaires, avec les informations qu'il a données sur le nombre de formateurs qui mettaient en œuvre la formation pour ces 80 stagiaires, représentent en gros entre 3000 et 3500 heures en formateur. C'est-à-dire 5 TP, puisqu'il nous a dit qu'un ETP, c'était 700 heures de face à face. Et si on avait ces 80 stagiaires répartis en 5 groupes de 15-16 stagiaires, il faudrait 8,6 TP. Alors, peut-être que son dispositif a pu nous étonner, nous interpeller et parfois nous choquer. Il n'empêche que là, il fait fonctionner 80 stagiaires avec 5 TP au lieu de 8,6. J'aurais tendance à dire qu'il dit mieux, quoi. Donc vous voyez, il ne faut pas... c'est un choix qui a été fait probablement par le centre, hein, de choisir la structure, la rentabilité et l'efficacité. Et je pense que c'est réussi. Alors, pour dire rapidement, hein, c'est un pilotage du dispositif par la structure et les contenus où, par contre, les apprentissages vont de soi. On ne s'en préoccupe pas trop, finalement. Voilà, on fait des apports et les apprentissages vont de soi. Le deuxième témoignage, là, c'est un peu différent.
Alors, je répète, hein, c'est toujours ma vision à moi, hein, ça ne vaut que ça. Hein. La modularisation, je trouve que là, dans ce cas-là, elle a été considérée comme un instrument. C'est-à-dire, on a instrumentalisé la modularisation au service du développement du centre. Et pour ça, on l'a mise au service de la qualité et de l'image, avec l'objectif de mieux recruter et de développer le centre. Alors, elle offre un avantage, c'est que pour faire ça, le choix a été fait de faire un croisement finalement entre la réforme de la formation professionnelle et la rénovation. Donc un engagement dans on va dire, ce système itératif entre la réforme professionnelle et la rénovation, qu'on pourrait à la limite considérer comme des outils dans ce cas-là. Et la technique qui a été utilisée là, alors j'ai retenu que des choses partielles, hein, je le répète. Hein. J'ai entendu le terme de déconstruction des UC. Terme étonnant, parce que quand on déconstruit une UC, c'est comme si on déconstruisait un référentiel de diplôme. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire une déconstruction des UC, sous-entendu une déconstruction des contenus qu'on imaginait derrière des unités certificatives. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, un découpage très fin, si j'ai bien compris, j'ai entendu parler de séances dans les journées, un découpage très fin d'un contenu qui semble être déduit des observations que les formateurs font des situations, qu'ils sont allés voir sur le terrain. Alors, je dis observation parce que je ne suis pas sûr que ces situations soient analysées. Elles sont probablement observées. Pardon. Mais, de l'autre côté, c'est un dispositif qui répond aux critères de développement du centre et qui a l'énorme avantage de permettre d'entrer à la fois dans la rénovation et à la fois dans la réforme de la formation professionnelle. Il y a un petit plus dans ce témoignage qui est très intéressant, où on voit que l'équipe est en train de changer, du coup, il y a une charnière qui est en train de bouger. C'est le projet Paris-Roubaix. Vous vous rappelez ? Avec le pavage, etc. Et d'ailleurs, dans la présentation qui a été faite, on a insisté sur ce projet-là. Et en fait, ce projet-là, il montre que la préoccupation de donner du sens aux apprentissages commence à faire jour dans le dispositif et qu'on commence à se rendre compte que quand on confie des situations avec des enjeux réels, des enjeux sociaux, eh bien on a un investissement qui est différent, une implication qui est différente des apprenants parce qu'ils s'impliquent. D'ailleurs, ça a été cautionné par le fait de, j'essaye de citer la phrase, hein, mais peut-être que c'est pas les bons mots, mais l'individualisation, oui, mais pas trop. Il faut garder le sens. Alors c'est intéressant de voir que on peut opposer sens et individualisation. Hein. Bref, c'est un pilotage du dispositif par le développement du centre, mais aussi un peu par le sens qui peut être donné aux apprentissages. Le troisième témoignage ici, l'entrée nous a semblé, enfin pour moi en tout cas, elle a semblé être pédagogique. En fait, on s'intéresse directement à l'apprenant. Mais en fait, il faut aller plus loin que ça. Elle n'est pas que pédagogique, elle est plus que pédagogique, elle est éducative. Freinet a été cité, c'est pas par hasard. Elle est centrée principalement sur l'individu, et pas que l'individu tout seul, c'est-à-dire l'individu dans le social, c'est-à-dire l'individu qui participe. Il n'est pas que acteur, il a été dit que l'apprenant a été acteur, mais il n'est pas que acteur, il est aussi auteur. On voit bien que c'est lui qui participe à la construction du dispositif et au contenu. Je me demande même si ce n'est pas lui finalement qui modularise. Je crois qu'on n'en est pas loin. Le sens de l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, il est visé ici en premier lieu. Il suffit d'écouter ce qui a été dit sur la place du référent, l'insistance qui a été portée au référent, qui semble être le nœud, le cœur, alors qu'il n'est expert en rien. On voit bien que c'est s'occuper de l'individu d'abord, en tant que personne, avant de s'occuper de lui en tant que futur responsable
d'entreprises agricoles. Alors les modules se construisent un peu selon les envies des apprenants, selon les besoins aussi. Mais la difficulté, elle apparaît dès qu'on commence à se préoccuper d'autres paramètres. Dès qu'on prend d'autres paramètres en ligne de compte, on rencontre des difficultés. Et on l'a vu, par exemple, quand la question a été posée, quel est le déroulement d'un module? Et là, on a vu que l'intervenant avait de la difficulté à l'exprimer. Il avait du mal à expliquer comment se déroulait un module. Et c'est assez logique, puisque dans ce schéma-là, le dispositif il se construit en formant de la même manière que le chemin se construit en marchant. Il se construit en formant. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y a une participation étroite, il y a un lien étroit entre les acteurs du dispositif, ceux qui le font fonctionner, et puis ceux pour qui il est fait, c'est-à-dire les apprenants. Là, on pourrait dire donc, pour résumer, hein, ah oui, juste un truc quand même, et la difficulté, quand on est dans ce schéma-là, c'est comment offrir une offre claire. Comment offrir aux partenaires, par exemple, une offre de formation avant que les apprenants soient là, puisque c'est eux-mêmes qui construisent le dispositif. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Donc un pilotage par l'éducatif et les valeurs qui produisent de la notoriété et donc du recrutement. On voit que globalement, pour l'instant, l'ensemble des témoignages qui ont montré des choses différentes fonctionnent. Enfin, le témoignage numéro 4, mais celui-là, il est un peu particulier. Il a été présenté de toute façon comme tel. C'est lorsque l'entrée est une commande extérieure, une contrainte extérieure, rigide et qui réclame en plus une réponse rapide. Alors, on ne peut pas dire que le dispositif, dans ce cas-là, c'est une construction. Même pas une action. C'est une réaction. On va tordre le dispositif pour que ça passe. Voilà. On va le tordre selon les critères extérieurs. Donc le dispositif qui en résulte, il est peu souple, peu réutilisable et peu rentable. Et il mobilise sans doute assez peu les formateurs. Mais par contre, il permet d'être réactif. Il permet de dire aux partenaires, voyez, on est réactif à vos demandes. Bref, on est capable d'assurer. C'est aussi important. Là, le pilotage, il est par la satisfaction de la commande et puis point barre, quoi. Voilà. Donc, pour résumer un peu, si on peut résumer, hein, le nombre de témoignages était réduit, hein, mais on voit que quand on pose la modularisation comme finalité, comme visée, sous-entendu, il faut modulariser, ben c'est peu efficient et peu rentable. Quand on pose la modularisation comme un moyen au service d'autre chose, comme solution à une problématique qui est préalable, comme une problématique éducative, structurelle, économique, bref, c'est souvent au détriment des autres problématiques. Souvent, elle prend le pas et on en oublie un petit peu les autres. Alors, moi, je me suis posé une question à l'issue de ça, c'est finalement, quelle est la différence entre concevoir une formation et modulariser? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et j'ai l'impression que quand on parle de modularisation, on parle toujours d'une action postérieure à une formation existante. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là, que modulariser, c'est faire les choses après. On fait d'abord la formation, on construit une formation et après on la modularise. C'est un peu ce que moi j'ai ressenti. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Et donc moi je me dis, et si modulariser, c'était simplement concevoir et construire la formation dont le résultat serait, entre autres, et si nécessaire, une structure en module. Une structure en module. Parce que finalement, tous les paramètres qui ont été présentés hier, au début par Florence Passé, c'est des paramètres qui viennent percuter la formation. La modularisation, c'est qu'une modalité de construction de la formation, finalement. Et donc, je dirais, moi, que la modularisation, ce n'est pas une visée, ce n'est pas un moyen, mais finalement, c'est un résultat.
c'est un résultat de l'ingénierie de formation, finalement. Alors, vous allez voir que je dis tout ça pour introduire ce que je vais dire après. Hein. Mais enfin, je le pense comme ça, quand même. Et donc, que si cette hypothèse-là est retenue, ça veut dire que si on veut modulariser, on ne peut pas le faire sans avoir une conception de la formation. Voilà. Sinon, on prend des conceptions qui ne sont pas les nôtres, qui sont extérieures, et qui finissent par remettre en cause le dispositif lui-même. Alors, Emeline a dit d'où je parlais, hein. Et donc, j'ai la lourde tâche, moi, d'un petit peu ramener l'élastique de cette modularisation opérationnelle, pragmatique, etc., vers la conception un petit peu de la formation. Et donc, je parle de là où je suis. Donc, comme elle l'a dit, je travaille dans la rénovation, des diplômes, etc. Et donc, c'est autour de ça que je vais commencer ce développement. Mais pour une raison simple d'abord, c'est parce que dans tout ça, à partir du moment où dans un dispositif on vise un diplôme, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas discuter, c'est le référentiel. Et la rénovation, les notes de service. Si on veut mettre en place des formations diplômantes, ça, la première des choses, c'est qu'on ne peut pas les discuter. Et qu'il faut aller regarder comment elles ont été construites, plutôt que de les appliquer stricto sensu comme ça. Il faut aller regarder ce qui a permis de les concevoir. Mais en même temps, il faut absolument garder à l'esprit l'ouverture possible de cette conception hors diplôme et essayer de prendre au maximum en compte, notamment les caractéristiques de la réforme de la formation professionnelle. Bref, il faut partir de cette conception, mais en essayant de l'ouvrir au maximum. Et donc, c'est mes deux grands paramètres de départ. Alors, si ça veut marcher. Voilà, donc c'est mes deux grands paramètres de départ pour essayer de vous faire une proposition. Ce n'est qu'une proposition, mais une proposition qui va s'appuyer, qui va essayer de rester dans l'alignement, c'est-à-dire dans la conception qui a fondé un petit peu la rénovation, qu'on va passer en revue très 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 rapidement, bien sûr, mais pour vous montrer d'où ça vient et que du coup on ne peut pas faire n'importe quoi dans la formation derrière, parce que si on sort de l'alignement, on ne peut produire que des catastrophes. On connaît ça quand on a des évaluations qui ne sont pas en phase avec la conception de la formation. La conception de l'évaluation est différente de la conception de la formation. Je peux vous donner des exemples à l'appel. On en était même des spécialistes. On produit des catastrophes, c'est-à-dire que les apprenants ne s'impliquent plus ni dans la formation ni dans l'évaluation. Voilà. Par exemple, évaluer un savoir-faire avec un QCM sur table, vous imaginez bien que ça ne va pas loin, quoi. Et que donc les apprenants, ils ne marchent pas dans la démarche. Donc la première chose, c'est d'essayer justement de repartir un petit peu de ce qui s'est passé au départ et de ce passage de l'objectif pédagogique à la capacité. Alors, pour revenir très très rapidement, hein, un des éléments fondateurs de la pédagogie par objectif, c'est-à-dire la conception qui a permis de construire les référentiels précédents, qui étaient écrits en objectif pédagogique, c'est que, voilà, l'idée de base, c'est que si on découpe le complexe en petits morceaux, c'est plus facile de le comprendre et de l'apprendre. Si on apprend chaque petit morceau, et qu'ensuite on additionne ces petits morceaux, ça y est, on a compris le complexe. On y a cru. Ça ne marche pas. Hein ? Les anciens référentiels, pour ceux qui connaissaient, ils allaient jusqu'à des objectifs opérationnels. Il fallait les décliner, continuer à descendre. On avait le 1, puis le 11, puis le 111, puis le 1111, puis le 110 millions, etc. On arrivait à des trucs, être capable de prendre son stylo, quoi. Donc, voilà, en découpant à outrance, moi je dis toujours, essayez de mettre un pain en miettes et essayez de reconstituer le pain une fois que vous avez les miettes. Vous allez voir comme c'est facile. Donc on sait que ça ne marche pas. Alors, la rénovation d'aujourd'hui, elle s'est appuyée sur une autre conception de la formation qui, elle, est fondée sur l'approche par les compétences. Alors,
C'est pas quelque chose qui... C'est pas une idée géniale, hein. C'est simplement qu'il y a eu cette contrainte-là, où on a imposé à la rénovation de se préoccuper de la compétence parce que politiquement, socialement, etc. Et puis c'était à la mode, il faut bien le dire. Hein. Mais des fois, ça part de là. Hein. Et donc, plus seulement des savoirs à détenir. Alors, quand on l'a dit comme ça au départ, c'est tout simple, sauf que ça a des conséquences importantes. Un des éléments fondateurs de l'approche par les compétences, c'est d'appréhender la globalité du complexe pour comprendre ce qui le compose. C'est presque l'inverse de l'autre. Hein ? L'idée, c'est de dire il faut avoir du complexe pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie, dans le travail. Il faut l'ensemble. Si on commence à prendre que des petits bouts, on sait bien que ça ne marche pas en les additionnant. Il faut qu'on regarde tous les petits bouts en même temps. Alors, évidemment, cette approche-là, elle a commencé par questionner le premier niveau, c'est-à-dire l'élaboration des référentiels et l'élaboration du dispositif d'évaluation. C'était le premier niveau. D'ailleurs, ça ne s'est pas tout à fait toujours fait dans l'ordre. Hein. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais quand même, c'est par là qu'on est rentré, c'est par la certification, c'est vrai, par le dispositif d'évaluation. Et évidemment, arrive aujourd'hui, en toute logique, la question des dispositifs de formation et l'acte pédagogique. Évidemment, c'est bien beau de faire des référentiels qui vont dans un sens, encore faut-il que la formation elle aille dans le même sens. Bref, des constructions qui respectent un principe d'alignement, de cohérence avec l'approche compétence. Ça veut dire que les conceptions de la formation, comme les conceptions de l'évaluation et les conceptions des référentiels, il faut qu'elles soient dans le même alignement si on veut que ça fonctionne. Alors, un petit détour par l'acte pédagogique. On va essayer petit à petit de rentrer dans cette nouvelle conception. Hein. Même si ça va être très très rapide, on va essayer de rentrer dans cette nouvelle conception pour essayer de voir quelle pourrait être la structure, la forme que peut prendre une formation, un dispositif de formation, avec les éléments qui nous préoccupent, la modularisation, entre autres. Alors, petite définition comme ça de l'acte pédagogique, c'est créer les conditions pour permettre l'apprentissage, c'est-à-dire le passage du savoir à la connaissance. Alors, on se rend compte avec cette rénovation qu'il y a un gros travail sur le langage. Voilà, mais c'est vrai dans tous les métiers. L'apprentissage du langage dans un métier, c'est une grosse part du travail déjà. Et quand moi je parle de savoir et quand je parle de connaissance, je ne les situe pas au même niveau. Souvent, on les utilise un pour l'autre, etc. Moi, quand je parle de connaissance, je parle de savoir approprié. Alors, c'est pas de moi. Piaget, il y a plein de gens qui disent ça. Le savoir, c'est quelque chose de, on va dire, de neutre, on va dire le savoir savant, académique. Il est le même pour tout le monde, mais tout le monde n'en fait pas la même chose. Je sais tailler ma haie, mon voisin sait tailler sa haie. On a le savoir sur la taille de haie, mais pourtant on ne taille pas la haie de la même manière. Lui, il la taille à sa façon, et moi, je la taille à ma façon. On a le même savoir à la base, mais on n'a pas la même connaissance. C'est ça la distinction. Et ça, c'est une distinction très importante pour la suite. Alors, l'acte pédagogique, il relève dans ce cadre-là, à partir du moment où on commence à parler d'apprentissage, vous avez remarqué, on parle d'apprentissage. Il relève de deux volets qui sont assez déterminants. Le premier volet, c'est la transmission des savoirs. Mais ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Et le deuxième volet, c'est l'appropriation des savoirs. Et c'est vrai qu'on s'est toujours préoccupé de la transmission des savoirs, avec ce que vous connaissez depuis longtemps, qui est la didactique des disciplines, c'est-à-dire quelle forme on donne aux savoirs, pour que l'autre les prenne, quelle forme on donne aux savoirs. La transmission des savoirs, c'était finalement la fonction du formateur. La transmission relève de l'action du formateur. Voilà. Elle relève de l'action du formateur. Et il y a un deuxième volet, et c'est pas pour rien qu'on s'en est pas trop préoccupé, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans la transmission des savoirs, si on se préoccupe que de la transmission des savoirs, ça suppose que tous les apprenants qui sont en face vont recevoir les savoirs de la même manière.
Ça veut dire qu'ils sont tous pareils. On fait le postulat qu'ils sont tous pareils et que si ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, c'est que c'est eux qui ne sont pas adaptés à ce qu'on dit. Et on a laissé un peu de côté ce deuxième volet qui relève de l'appropriation de savoir, c'est-à-dire de comment l'autre apprend. Et en fait, l'acte pédagogique, c'est un acte qui met en jeu deux acteurs, le formateur et l'apprenant, et dont la responsabilité est sur un seul acteur, le formateur. Donc quand on fait de la formation et qu'on se dit pédagogue, eh bien, ça veut dire qu'on est en mesure de s'intéresser autant à la transmission des savoirs, c'est-à-dire et autant de la transmission des savoirs que de l'appropriation de ces savoirs par l'apprenant. Mais bien évidemment, ça se complique, parce que l'autre est un individu et on ne maîtrise pas son fonctionnement. Il faut qu'on crée les conditions pour que tout le monde, sachant que chaque individu est différent, pour que tout le monde puisse s'approprier ses savoirs. Vous commencez déjà à avoir une idée d'une question qui vous préoccupe autour de la modalité et de la multimodalité. On y reviendra peut-être. Donc transmettre des savoirs, aussi organisés soient-ils, ne suffit pas pour permettre l'apprentissage. Encore faut-il qu'il soit approprié. Donc l'acte pédagogique consiste à donner une forme et une organisation au savoir en vue de leur appropriation, et en même temps consiste à permettre à celui qui apprend de construire des connaissances qui lui seront spécifiques. Voilà. Donc je ne fais pas ce détour par hasard, parce qu'il conditionne la conception de base. Donc au-delà des savoirs transmis, un travail sur l'action de l'apprenant. Ça va être le boulot, et notamment au niveau du dispositif, de faire en sorte que des conditions puissent être réunies pour qu'il y ait non seulement des transmissions de savoir, mais aussi un travail sur l'action de l'apprenant. Alors, quand on a travaillé sur la rénovation, évidemment, on est allé voir un petit peu sur quoi on pouvait s'appuyer, c'est logique. Et nous, on est dans la formation professionnelle, donc en toute logique, la didactique professionnelle était quelque chose qui était éclairant. Alors, très rapidement, heureusement que les spécialistes comme Patrick Mayen, Passeré, Savoyen ne m'entendent pas, mais enfin, c'est très très rapide. Le but de la didactique professionnelle, c'est de repérer par l'analyse du travail ce qui va permettre d'apprendre. Voilà, c'est assez simple comme ça. Et la didactique professionnelle, elle s'appuie sur la notion de situation, et elle défend l'idée que la situation, c'est le lieu où se situe le développement et où se situent les apprentissages. Voilà, c'est ce qu'elle pose. Et quand elle parle de situation, et ça c'est important, quand elle parle de situation, la didactique professionnelle, elle parle à la fois du contexte, c'est-à-dire de l'environnement, de la situation, des caractéristiques de l'environnement, et de l'activité qui s'y déroule. Et l'activité qui s'y déroule, elle s'y déroule forcément grâce à quelqu'un. Donc ça veut dire que dans une situation, il y a un contexte et quelqu'un qui fait quelque chose. Et que c'est les interactions, les liens qu'il y a entre ce contexte et la façon dont celui qui est à l'intérieur construit son activité qui va nous intéresser, pour essayer de voir comment les gens apprennent le travail. Et surtout à partir de quoi. Donc apprendre, alors, elle dit aussi, la didactique professionnelle, évidemment que situation et activité sont intimement liées, je vous l'ai dit, et qu'on apprend dans, avec et sur les situations. Elle précise aussi que finalement, la finalité de la formation professionnelle, c'est la maîtrise des situations professionnelles. Voilà. Le problème, c'est que les situations professionnelles sont diverses et variées, et qu'il y en a un nombre infini. Donc, apprendre, selon la didactique professionnelle, apprendre consiste donc à construire des connaissances, des raisonnements, pour résoudre la complexité de la situation, pour agir en situation singulière.
Évidemment, quand on commence à se préoccuper de l'activité, de la connaissance telle qu'on l'a définie, et qu'on commence à se préoccuper de la situation, en sachant qu'il y a autant de situations que d'individus, qu'il y a autant de situations que de moments, etc., que tout ça est très complexe, ben, à partir de ce moment-là, évidemment, quand on s'intéresse à l'activité à l'intérieur d'une situation qui forcément est singulière, on est obligé de s'intéresser aux raisonnements qui sont conduits. On voit bien que les savoirs et les savoir-faire, enfin, un savoir-faire, c'est rien d'autre qu'un savoir, que les savoirs, en tant que tels, ne suffisent pas. Parce que le même savoir ne va pas pouvoir être utilisé dans des situations qui sont différentes, avec des contextes différents. Et pourtant, quand on fait de la formation, c'est bien à ça qu'on devrait préparer. C'est bien, quand on fait de la formation aujourd'hui, c'est bien pour que les gens agissent dans les situations de demain. Que non seulement, on est sûr, elles seront différentes, mais en plus, on ne sait même pas comment elles vont pouvoir être. Donc finalement, former quelqu'un, c'est le préparer à agir dans l'incertitude des situations qu'il rencontrera demain. Donc vous voyez, ça commence à se compliquer un peu. Donc, arrive la notion de capacité là-dessus. Et évidemment, on est parti de la compétence, mais je vous passe tous les détails, mais on a un peu regardé, mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Est-ce qu'on peut évaluer une compétence? Vous allez trouver autant de définitions de la compétence que vous avez envie. Vous allez forcément trouver celle qui vous intéresse. Il n'y a pas de souci. Bref, la compétence, c'est quelque chose qui est tellement complexe, et tellement lié à l'individu, tellement éphémère, tellement en mouvement, que d'évaluer une compétence n'a de valeur finalement qu'au moment où on l'évalue. Voilà. Et il faut avouer que pour les diplômes, c'est pas top ça. Voilà. Si ça a de la valeur qu'au moment où on l'évalue, déjà que, vous le savez, les diplômes deviennent vite obsolètes, mais en plus, si ça a de la valeur qu'au moment où on l'évalue, ça ne dit pas grand-chose au niveau social, ça ne donne pas un grand signe. Et donc, on a travaillé d'une autre manière et on a essayé de voir ce que c'est qui composait finalement une compétence. Et on est arrivé à la capacité, on va y revenir, à la notion de capacité que vous avez vu arriver dans les diplômes. Et donc, cette capacité, ce à quoi on s'est intéressé, c'est à son potentiel d'action. Voilà. Enfin, pas celui de la capacité, mais au potentiel d'action que pouvait avoir un individu pour agir. Puisqu'on est toujours dans l'activité. Hein, une capacité, c'est ça. C'est quel potentiel il a pour agir. Quel potentiel il a pour devenir compétent. Je cite toujours, il y en a qui me l'ont entendu dire 50 fois, le permis de conduire, c'est exactement ça. Quand vous avez passé votre permis de conduire, on vous a délivré une capacité et pas une compétence. On vous a délivré la capacité de peut-être pouvoir devenir compétent. Vous êtes juste capable. Vous ne savez pas encore piloter. Peut-être vous serez pilote un jour. Vous avez juste la capacité à commencer à acquérir de l'expérience. Eh bien, c'est ça. Vous avez juste la capacité à commencer à conduire. Ben, nous, c'est pareil. Le potentiel d'action, c'est ça. C'est avoir la capacité pour pouvoir commencer à se construire une expérience. Et donc, cette capacité, quand on la confronte aux situations, on se dit, alors comment on fait pour la trouver? On sait qu'elle est liée aux situations, mais devant la multitude des situations et la diversité des situations, et la didactique professionnelle, elle a travaillé ça. Elle s'est rendue compte, la didactique professionnelle, que dans les situations, toutes les situations étaient différentes, mais toutes les situations avaient des ressemblances. Il y a toujours des ressemblances entre les situations et il y a toujours des différences. Donc ce degré de ressemblance et ce degré de différence, il va permettre de classer ces situations, d'en faire des familles. C'est ce qu'on va appeler des classes de situations. C'est-à-dire des situations qui vont mobiliser, qui vont avoir des caractéristiques identiques, qui vont mobiliser à peu près les mêmes choses, les mêmes notions, les mêmes concepts, les mêmes règles d'action, les mêmes buts. Ça, c'est sûr, c'est des situations qui ont les mêmes buts. Et ces situations-là, ces classes de situations, ces familles, vous les retrouvez dans les référentiels. Alors j'avoue que le terme n'est pas heureux, mais ça s'appelle des SPS. Voilà, les situations professionnelles significatives que vous avez dans les référentiels,
Ce sont des classes de situations. Alimentation du troupeau, ce n'est pas une situation de travail singulière. C'est une classe. Ça regroupe toutes les situations de travail dans lesquelles l'alimentation du troupeau est mobilisée. Et donc l'évaluation. Alors dans ce contexte-là, évidemment, on est allé regarder sur l'évaluation. L'évaluation, c'est quelque chose avec lequel on a un gros problème en France. On est toujours dans l'évaluation négative, nous. Quand on construit l'évaluation, on cherche à construire des pièges. Et puis on se dit, s'il ne tombe pas dans le piège, c'est qu'il est bon. Et là, il était évident que si on se préoccupait autant de l'action de l'apprenant que des savoirs transmis, et que c'était les deux qui nous intéressaient, on ne pouvait plus avoir un dispositif d'évaluation qui ne s'intéresse qu'au savoir retenu par rapport au savoir transmis. Alors, savoir-faire et savoir, je répète, c'est la même chose. Donc, avec des attendus préalables, où finalement, l'apprenant n'était acteur de rien du tout. Il ne faisait que subir d'une part la transmission, et il subissait d'autre part la restitution. Donc ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait plus fonctionner. Et donc l'évaluation, dans ce contexte-là, elle ne peut plus s'intéresser uniquement au savoir, et elle ne peut plus s'intéresser non plus uniquement aux résultats. Parce qu'on pourrait dire on peut s'intéresser aux résultats de l'action. Voilà, si le résultat est juste, c'est bien. S'il est faux, c'est pas bien. Sauf que quand on est dans des situations, c'est un peu plus compliqué que ça. Dire que c'est juste ou que c'est faux, c'est pas évident. Le même résultat peut être juste dans une situation et faux dans l'autre. Enfin, adapté dans une et pas dans l'autre. Il peut avoir du sens dans une et pas dans l'autre. Le même résultat. Donc ça se complique un peu. Et donc on est allé regarder du côté de l'évaluation située. Il y a certains chercheurs qui parlent d'évaluation authentique, vous voyez, et qui, elle, se préoccupe autant d'une fonction formative que d'une fonction certificative. Et ça, c'est important, parce que vous allez voir dans la conception derrière, c'est ce qui va permettre de la construire, cette conception. Autant une fonction formative que certificative. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est conçue non pas pour avoir un résultat, pour montrer ce qu'on a retenu de la leçon, en gros, mais elle est faite pour vérifier ce qu'un individu est capable de faire de ce qu'il sait. Voilà. Et on retrouve la capacité. Et évidemment, on va les orienter pour qu'elles correspondent aux capacités qu'on veut évaluer. Mais elle va servir à vérifier s'il est capable de faire quelque chose à partir de ce qu'il sait. Voilà. Et donc on a compris que cette évaluation, si elle n'est pas en situation, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, si on commence à passer du côté de la formation, enfin tout ça, c'est des conceptions qui étaient à la base du dispositif d'évaluation, enfin de la rénovation en général, et donc de l'écriture des référentiels. Donc, en toute logique, si on commence à s'intéresser à la formation et aux apprentissages, une formation qui vise le développement de la capacité, d'une capacité ou de plusieurs, c'est une formation forcément qui va s'appuyer sur des situations où on apprend, et donc des situations d'apprentissage. Donc, on l'a vu, la formation, du coup, elle ne peut plus se résumer à la transmission de savoir, de méthodes ou de procédures à appliquer, mais elle doit permettre à l'apprenant, c'est ça qui change, de s'entraîner à la compréhension, à ce qui se joue dans la complexité des situations. Il faut qu'elle permette à l'apprenant d'élaborer des combinaisons inédites de savoir au regard des situations. Il a quelque chose à faire, il va falloir qu'il apprenne à élaborer des combinaisons de savoir pour résoudre le problème qu'il a à résoudre. Et puis, il faut qu'elle permette à l'apprenant de travailler sur les notions, les concepts, les règles qui permettent d'élaborer les raisonnements. Vous voyez que le savoir n'apparaît plus directement, mais il est partout. Sauf que ce n'est pas le formateur qui va décider comment il doit être mobilisé, c'est l'apprenant. Pour cela, c'est nécessaire, évidemment, de faire vivre des situations réelles, complexes, diverses et variées à l'apprenant. S'il ne les vit pas, il n'apprendra pas.
Mais agir dans les situations, ça ne suffit pas. Et c'est là que la pédagogie rentre en ligne de compte. Rappelez, hein, l'acte pédagogique, créer les conditions. Donc, pour que la capacité se développe, il faut aussi que ces situations, elles aient un véritable potentiel d'apprentissage. Toutes les situations ne sont pas bonnes pour apprendre. Par exemple, si vous prenez la vendange en viticulture, c'est une situation de travail, mais on n'apprend pas grand-chose dans cette situation. La preuve, c'est qu'on embauche n'importe qui pour le faire. Enfin, on n'embauche pas des gens compétents, forcément. Les étudiants sont embauchés pour faire la vendange. Donc, ce n'est pas une situation où on apprend grand-chose. Donc, il y a des situations qui ont un potentiel plus ou moins élevé d'apprentissage, qui vont permettre d'apprendre des choses sur le métier, qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Ensuite, pour qu'elles permettent d'apprendre ces situations, il va falloir les modifier, les aménager, les transformer, les compléter parfois, voire les simuler, pour arriver à favoriser l'objectif d'apprentissage qu'on s'est fixé dans cette situation. Voilà. On s'est fixé un objectif d'apprentissage dans cette situation. On va transformer cette situation réelle au départ. On va la réduire, on va peut-être réduire son périmètre, réduire son amplitude, réduire son degré de complexité pour que l'objectif d'apprentissage puisse être atteint, pour que l'apprentissage se réalise. Et enfin, ces situations d'apprentissage, elles demandent à ce qu'il y ait un accompagnement de l'analyse de l'action et de la situation, c'est-à-dire du contexte largement et de l'activité. Donc, accompagner le candidat, enfin le stagiaire, lorsqu'il travaille, l'accompagner dans cette analyse de l'action, dans ce qu'il est en train de faire. Quel impact ça a sur la situation? Comment ça se passe? Bref, la situation d'apprentissage, elle peut être considérée là comme un élément essentiel de la formation. Et vous allez voir qu'on va un peu creuser cette histoire de situation d'apprentissage. Alors, si les situations d'apprentissage sont le lieu de la construction des connaissances, elles doivent répondre quand même à quelques caractéristiques. Et on va en donner, vous allez voir, un paquet. Donc on a dit être réel ou issu du réel, et suffisamment complexe. Si elles ne sont pas assez complexes, il n'y a pas de confrontation à la complexité, et on se retrouve dans la tâche. La tâche n'apprend pas grand-chose par rapport à la situation. La tâche, elle apprend à savoir faire, mais elle n'apprend pas à gérer une situation. Donc il faut que les situations soient suffisamment complexes. Ensuite, il faut qu'elles soient analysées tant au niveau de la situation elle-même que de l'activité qui s'y déroule et des interactions qui s'y établissent. C'est-à-dire que si vous utilisez des situations en formation et que vous ne savez pas ce qui s'y passe dedans, et que vous n'avez... Alors, je ne sais pas si vous revenez chaque fois aux commentaires que j'ai fait sur les témoignages. Voilà. Si vous ne faites qu'observer une situation, mais que vous n'analysez pas ce qu'il y a à l'intérieur, avec vous, un objectif d'essayer d'y voir ce qui va permettre à vos apprenants d'apprendre, ça ne sert pas beaucoup. Ça sert, mais ça ne sert pas beaucoup. Ensuite, il faut qu'elle soit étayée, c'est-à-dire que l'apprenant, quand il va vivre ces situations, s'il ne fait que les vivre, on a vu, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit étayée par des apports, des ressources. C'est là que les savoirs jouent toute leur place, ont toute leur place. C'est là que les savoirs vont venir percuter ce qui se passe dans le réel, vont venir permettre d'expliquer ce qu'il s'y passe. Il faut qu'elles soient agencées pour composer une unité de formation. Les situations d'apprentissage, il va falloir qu'elles aient une succession, qu'elles soient agencées, combinées entre elles, pour constituer une unité de formation qui, elle, va permettre la progression des apprentissages. Voilà. Il faut des unités qui se succèdent et qui permettent qu'il y ait une progressivité dans l'apprentissage et donc des situations qui abordent des objectifs d'apprentissage progressifs. Il faut qu'elles soient comparées et discutées. Il ne faut pas que ça se fasse en catimini. Il faut que, si on veut faire émerger les concepts, il faut que ces situations d'apprentissage, entre elles puissent être comparées, elles puissent être discutées, puisque c'est souvent pas les mêmes. Donc, il faut qu'elles puissent être discutées, comparées, qu'il
qu'il y ait des conflits, à la limite, qui se mettent en place autour de ces situations, pour faire émerger, finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent, c'est quoi les notions qui pilotent cette situation, de quoi on a besoin pour la conduire, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que la photosynthèse vient nous apporter dans la discussion qu'on a eue autour de cette situation. C'est ça. Et enfin, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit variée. Variée pour pouvoir favoriser le transfert. Le transfert, c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on va transférer dans une autre situation. Mais ce n'est pas que du transport. C'est pas que du transport. Comme la situation va être différente, ce qu'on a appris dans la situation 1, on va le transporter dans la situation 2, mais comme la situation 2 est différente, on va devoir le transformer pour qu'il soit adapté à la situation 2. C'est ça le transfert. Et pour favoriser ce transfert-là, ce raisonnement qui permet de modifier les choses, il faut faire varier les situations. Il faut faire vivre des situations différentes, de même classe. Bref, les situations d'apprentissage, elles doivent permettre d'appréhender l'incertitude et le complexe. C'est ça leur objectif. Des situations à venir, vous l'avez compris, on forme pour demain, n'oubliez pas. Et petite conclusion, c'est dans la situation d'apprentissage que se joue l'acte pédagogique et que se joue la conception de la formation. C'est là que tout va se jouer. Alors, une première proposition de construction, vous voyez que cette construction, elle s'appuie d'abord sur deux choses essentielles qui sont d'un côté la capacité, ou les capacités qu'on vise. J'ai mis du référentiel entre parenthèses parce que ça soit du référentiel ou que ça soit des capacités que vous avez construites, c'est à peu près la même chose. Et puis de l'autre côté, des situations professionnelles complexes qu'on a analysées. C'est le travail sur les deux, un travail itératif sur les deux, qui va permettre de construire, par une ingénierie, l'unité de formation. Et évidemment, on ne fait pas ça sans rien et sans outils. Et donc les premiers outils qu'on utilise pour construire cette unité de formation, c'est une conception pédagogique. Voilà, il va falloir un peu aller regarder comment fonctionne la pédagogie et comment fonctionnent les apprentissages. Un apprentissage, ça ne va pas de soi. Il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, il va falloir aller regarder un peu comment ils font, comment ils ont dit qu'il fallait faire en tout cas. Donc il faut avoir une conception pédagogique. Et puis, on voit que l'unité de formation, elle est constituée d'une situation d'évaluation et de situation d'apprentissage. Vous voyez que la situation d'évaluation, elle est dans l'unité de formation. Elle est plus en dehors, elle est plus postérieure. Elle est presque première dans l'ordre. Elle est première. Et vous voyez que les cercles sont excentriques, c'est ça ? Ouais. Et donc on part d'une situation d'une amplitude réduite, d'une complexité réduite, on augmente la complexité avec les objectifs d'apprentissage, et on a comme visée finalement la situation d'évaluation qui a été construite au préalable et qui, elle, s'appuie sur la situation qui a le degré de complexité qui est relatif à la capacité qu'on évalue. Vous voyez ? Donc en gros, quand on veut évaluer une capacité et qu'on veut construire une unité de formation, eh bien on commence par construire la situation d'évaluation, parce que la situation d'évaluation, c'est la finalité de l'apprentissage. Tout va être construit pour que l'apprenant, in fine, il soit capable de se débrouiller de cette situation-là. Et vous voyez que se placent là-dessus, évidemment, les contraintes et les possibilités, les stratégies du centre, bien évidemment, mais elles ne sont pas premières. Elles arrivent après. D'abord, on conçoit, et puis après, on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas. De l'autre côté, les ressources et les savoirs, évidemment, indispensables. On pourrait développer la didactique des disciplines de ce côté-là. Et vous voyez que cette unité de formation, elle s'insère dans une succession d'unités de formation qui peuvent représenter le dispositif global. Je n'ai pas parlé de modules. Alors, ça va ? Ouais ?
Donc, si on fait un peu un zoom sur cette unité de formation et que la regarde un peu d'une autre manière, on retrouve nos situations professionnelles, nos capacités visées, et puis on voit que tout en haut, on a la situation d'évaluation, qui est une situation d'évaluation, qui est une situation professionnelle complexe, qui a été transformée pour les besoins de l'évaluation de la capacité, bien entendu, ou des capacités, et on voit qu'elle commence à jouer un rôle intégratif. Elle est prescriptive, donc là on ne discute pas, on voit qu'elle commence à jouer un rôle intégratif. Et puis dessous, on a des situations d'apprentissage qui viennent finalement, entre guillemets, servir cette situation complexe. Donc des situations qui s'appuient sur des situations de même classe, mais qu'on a transformées pédagogiquement, hein, je répète en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on a transformées pédagogiquement, qui visent un objectif d'apprentissage situé. Donc, on a toujours des situations qui sont de la même famille que la situation d'évaluation, mais qu'on a réduit, qu'on a transformé pour viser des objectifs d'apprentissage progressifs. Elles font varier les conditions de l'action parce qu'on a des situations différentes à chaque fois. Hein. C'est les petites maisons que vous voyez. Vous voyez qu'elles ont pas, elles ont une taille, une hauteur qui évolue et qui visent donc un degré de complexité et un périmètre de la situation qui est progressif. Alors, il y a le petit logo de la certification au bout, mais on peut l'enlever si vous voulez. Vous voyez, ça ne change rien. S'il doit y avoir certification, il y a certification. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, la situation d'évaluation, qui est la situation complexe, c'est finalement la visée des apprentissages. C'est ce qui doit être obtenu au bout. Voilà, c'est la résolution de cette situation. Il va falloir que le candidat apprenne à se débrouiller de cette situation. C'est là-dedans. Il va falloir qu'il exprime sa capacité dans cette situation. Une situation où on lui demande d'être compétent, finalement. Mais où on ne va pas évaluer la compétence, mais où on va regarder son potentiel d'action. Tout est dans ce qu'on regarde. Voilà. Alors, si on revient à la situation d'apprentissage, c'est peut-être le seul endroit où je parle de module, est-ce que finalement la situation d'apprentissage peut être considérée comme un module? Alors on a vu déjà qu'avec les unités de formation, on a une première entrée structurelle de la formation. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que la situation d'apprentissage, elle peut être considérée comme un module? Alors moi, je suis allé regarder la définition du dictionnaire, tout bêtement, du Larousse. Et le Larousse, il nous dit qu'un module, c'est un composant élémentaire permettant de réaliser un ensemble par juxtaposition ou combinaison. Alors c'est très intéressant, parce que pour nous, c'est presque une opposition. Juxtaposition et combinaison, c'est pas du tout la même chose. Hein, si on empile des cubes, ils ne sont pas forcément liés entre eux. Hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est que, en fait, il y ait des apprentissages qui se construisent et qu'il y ait des liens qui s'établissent. Donc nous, c'est plutôt le côté combinaison qui nous intéresse. Ce n'est pas le côté juxtaposition. Alors, si on prend l'aspect, le versant combinaison de la définition, on pourrait, à la limite, dire qu'une situation d'apprentissage peut être considérée comme un module, c'est-à-dire un élément autonome. Alors là, juste deux petits mots. Autonome ne signifie pas indépendant. Voilà. Quand on est autonome, on est dépendant. Si on est indépendant, c'est autre chose. Et qu'est-ce que j'entends par autonomie et dépendance? C'est que la situation d'apprentissage, elle est autonome, c'est-à-dire elle peut fonctionner en soi, d'accord, elle peut permettre de développer des savoir-faire, elle peut permettre de développer même des connaissances, mais par contre, elle va se limiter à l'objectif d'apprentissage qui lui est fixé. En ce sens, elle est autonome. Et en même temps, elle est complètement dépendante de la capacité qui est visée, parce qu'elle ne va apporter qu'un seul élément là-dedans. Et donc, elle est dépendante des autres. Dans le schéma précédent, les différentes situations d'apprentissage, bon là, elles ont l'air juxtaposées, c'est vrai, mais en fait, elles sont liées entre elles. Quand on travaille sur une, on fait référence à celle sur laquelle on a travaillé avant. Quand on vise la capacité, quand on vise la situation d'évaluation finale. Si on ne vise que le savoir-faire et que la connaissance, on peut se limiter à une seule situation d'apprentissage, voire deux. Hein, mais c'est en ça que je dis qu'elles sont autonomes. Alors,
Donc un module qui peut se définir par un ou plusieurs objectifs d'apprentissage, qui permet la construction de connaissances spécifiques en situation, qui contribue à la mise en œuvre d'une unité de formation, qui contribue au développement du ou d'un nombre réduit de capacités. Voilà ce qui pourrait définir le module si le module serait associé à la situation d'apprentissage. Et la situation d'évaluation, elle prend d'un coup un statut un peu particulier, qui est le statut du module intégrateur, celui qui va intégrer les autres. C'est en ça que chaque situation d'apprentissage est autonome, mais elle est dépendante quand on vise une capacité du module intégrateur. Elle représente le lieu du transfert et de l'articulation des connaissances construites. Elle constitue la situation réelle, complexe à résoudre, qui est visée par la formation, et elle finalise l'apprentissage. Elle va finaliser l'apprentissage. Alors, finalement, ça m'a donné l'idée d'une définition de la situation d'apprentissage, dans cette conception-là, hein. Composant élémentaire permettant de réaliser une unité de formation par combinaison. Voilà. Alors, quelques caractéristiques de la situation d'apprentissage. On a dit, s'appuyer sur une situation professionnelle issue de la classe, de la famille, de la situation relative à la capacité visée. Être aménagé pédagogiquement en fonction des objectifs d'apprentissage fixés. Conserver les buts et la dimension productive de la situation, pour qu'il y ait un enjeu. Permettre l'action et l'implication de l'apprenant. Fournir des modalités d'apprentissage variées et adaptées. J'ai entendu parler de multimodalité, nous y voilà. Permettre la confrontation des manières de faire, de raisonner, c'est-à-dire apporter de la variabilité. Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'action, les savoirs, les savoir-faire, les règles, les normes, les méthodes, les outils, etc. Ça, on sait faire en général. Permettre, et ça c'est très important, permettre l'explicitation de l'activité de l'apprenant pour susciter la prise de conscience, la décentration, la prise de recul, et ainsi favoriser la conceptualisation. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier qu'on est en train de travailler sur les raisonnements, sur comment un individu mobilise ses savoirs dans une situation spécifique. Le seul moyen d'accéder à ça, c'est de parler avec lui, c'est de discuter avec lui, de lui faire expliciter sur quoi il s'est appuyé, comment il a construit ses raisonnements. Alors, on en parle souvent en évaluation. Cette technique-là, elle ne vient pas de l'évaluation, elle vient de la formation. L'explicitation, c'est un outil de formation. En faisant prendre conscience de ce que j'ai fait, en prenant conscience des notions et des concepts qui sont à l'intérieur, j'apprends. Voilà. Faire ne suffit pas. Il faut analyser son action. Et l'explicitation, c'est une action du formateur, on pourrait dire de l'accompagnateur, qui va permettre à l'apprenant d'apprendre lui-même. Ne croyez pas que vous apprenez quelque chose à quelqu'un. Sans lui, vous n'êtes rien. Oui. Donc, ensuite, intégrer des temps de mise en relation avec d'autres situations d'apprentissage, d'autres objectifs d'apprentissage, montrer que cet objectif-là et cette situation, elle n'est pas toute seule, qu'il se passe d'autres choses à côté, qu'il y a d'autres objectifs d'apprentissage, et puis intégrer des temps de transfert, d'accompagnement vers la situation complexe à atteindre. Alors, qu'elle soit d'évaluation ou pas, elle est d'évaluation de fait. Certification ou pas, peu importe. La conception reste la même. Si vous ne fixez pas dès le départ et que vous ne donnez pas les caractéristiques de ce qui est à atteindre, de ce qui est à construire, il ne faut pas vous imaginer que ça va se passer. Donc la situation d'évaluation, la situation à atteindre, elle doit être donnée, précisée dès le départ et travaillée tout au long de la formation. Ça devient le fil rouge du développement de l'apprentissage vis-à-vis de cette ou de ces capacités qui sont visées dans cette situation. Voilà. Si vous ne dites pas à quelqu'un ce qu'il doit faire, comment voulez-vous qu'il le fasse?
C'est notre grand principe de l'évaluation, ça. Surtout ne pas donner les critères au départ. Ne pas dire ce qu'il faut faire. Tu le sauras au dernier moment, en cachette. Et pourquoi? L'objectif, c'est que les gens, ils apprennent. Hein. C'est pas de les piéger. Voilà. Alors, du coup, on a un dispositif qui peut répondre à plusieurs critères. Et je crois que c'est là qu'on fait un peu la relation avec les préoccupations qui sont les vôtres. Un dispositif d'abord à plusieurs entrées. Vers un diplôme, par la mise en système des unités de formation. Vers le développement de capacités indépendantes, par l'articulation de situations d'apprentissage. Vers la construction de connaissances spécifiques, savoir-faire approprié et situé, par les situations d'apprentissage elles-mêmes qui sont autonomes. Donc vous voyez, on a 3 niveaux d'entrée. Un dispositif qui est à triple pilotage pour qu'il fonctionne. Un pilotage par la situation de travail qui va donner le sens de l'apprentissage. Un pilotage par l'activité qui va permettre à l'apprenant de personnaliser sa formation et ses apprentissages. Et un pilotage par la pédagogie qui va permettre au formateur de construire les conditions de l'apprentissage. Et enfin, du coup, un dispositif qui peut conjuguer 2 approches qu'on oppose, enfin, sur lesquelles on fait souvent un amalgame. L'individualisation, c'est-à-dire la variété d'une offre de parcours, et la personnalisation, c'est-à-dire les constructions individuelles et inédites qui sont de l'ordre de l'apprenant. Bref, modulariser, c'est pas découper, mais c'est construire. Pour moi. Alors, évidemment, tout ça, ça a des conséquences sur les compétences des formateurs. Tout est bien. Alors, très rapidement, si on veut rentrer dans cette approche-là, il faut progressivement se construire une culture du métier dans sa globalité et pas seulement dans son champ d'expertise. Voilà. Quand on forme un salarié horticole, on ne peut pas faire l'impasse. On peut pas faire l'impasse de regarder le métier dans sa globalité. Même surtout si on est prof de maths d'ailleurs. Comment voulez-vous faire? Lui, il vient pour être salarié agricole, il a en face de lui quelqu'un qui traite qu'un morceau, et en plus un morceau abstrait qui concerne son métier. Comment voulez-vous qu'il fasse le lien? Quand on est formateur de salariés horticoles, on est tous des formateurs de salariés horticoles. On n'est pas des formateurs de maths, de technique, non, on forme des salariés horticoles. Et donc pour ça, il faut que tous les formateurs, ils aient une culture du métier. Ça a été précisé hier dans ce témoignage, très bien d'ailleurs. Une culture du métier, c'est pas être expert du métier, c'est pas savoir faire le travail. C'est avoir une culture de ce qui se passe dans le métier. Ensuite, c'est participer à une ingénierie collective des dispositifs et des situations d'apprentissage vers l'action de l'apprenant. Donc là, la notion de collectif, elle est essentielle. Elle est essentielle. Donc tous les dispositifs doivent être construits en collectif. Non seulement les dispositifs, mais les suivis derrière doivent être collectifs. Voilà. Ensuite, il va falloir que les formateurs apprennent à gérer l'incertitude et l'inédit de l'action de l'apprenant. Et ça va se jouer entre du guidage et de l'accompagnement. Pour caricaturer, moi je dis toujours, il va falloir que les formateurs ils apprennent à ne plus avoir la réponse à la question qu'ils posent. Ne plus avoir la réponse à la question qu'ils posent. C'est-à-dire, on va poser des questions, on va demander de faire des choses, mais ensuite, on le livre à l'apprenant, et c'est l'apprenant qui en est maître. C'est lui qui va répondre. Et il va donner sa réponse. Donc c'est plus la réponse qu'on évalue, c'est la façon dont il l'a construite. Et donc, pour ça, c'est certainement un jonglage entre du guidage et de l'accompagnement. Vous savez, on utilise le terme d'accompagnement, mais non, à tout va, etc. L'accompagnement, c'est marcher à côté. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide où on va. C'est pas moi qui décide où on va. C'est celui à côté de qui je marche, et moi, je l'accompagne. Mais c'est lui qui décide. Je suis désolé, hein. Si en formation, on laisse que l'apprenant décider, il ne va pas apprendre grand-chose. Hein. C'est sûr.
La formation, c'est aussi une rencontre. C'est aussi quelque chose qui perturbe. Il faut que ça perturbe. Il faut que ça montre des choses qu'on n'a pas vues. Il faut que ça vienne altérer ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà. Si ça altère pas, il se produit rien. Et le guidage, c'est ça. Je sais où tu devrais aller, mais tu es le seul à savoir où tu iras et comment tu iras. C'est ça, l'alternance entre guidage et accompagnement. Évidemment, il va falloir qu'il apprenne à favoriser l'évaluation et l'auto-évaluation, mais au service de l'apprenant, et pas à son propre service. Hein? Parce que si vous regardez bien, c'est souvent le cas. Enfin, quand je dis à son propre service, à son service ou au service de l'institution. Hein? C'est ça. Et pour cela, mais c'est très rapide, hein, il va devoir développer des capacités d'analyse des situations pour pouvoir les didactiser, faire une didactique des situations, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut prendre à l'intérieur, comment on peut l'utiliser. Il va falloir qu'il puisse acquérir des repères pédagogiques, et en particulier dans le cadre des pédagogies actives, mais au-delà de ça, une approche quand même en sciences de l'éducation. Et puis, il va falloir qu'il arrive à acquérir une culture de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il ne reste pas dans l'évaluation contrôle, mais qu'il se rende compte que l'évaluation, ça sert aussi à autre chose, ça puisse être aussi autre chose, et que finalement, c'est un formidable outil pédagogique. Bref, il va falloir qu'il apprenne à agir avec les autres, non seulement pour l'apprenant, mais aussi avec l'apprenant. C'est pas évident. Alors, juste pour boucler la boucle, puisque Emeline Roquel avait commencé avec une citation que vous avez là, et je vais la lire. Hein. La compétence consiste à accomplir un travail réel et pertinent, sans tourner le dos au travail prescrit, mais sans s'y enfermer, en exerçant un jugement professionnel, en s'autorisant à jouer avec les règles, à les transgresser à bon escient, ou à en inventer à chaque fois que la complexité du réel l'exige. Eh bien, si ça s'applique aux apprenants, ça s'applique à vous aussi. Voilà. Et donc, vous voyez que là-dedans, il y a tout. Hein. Essayez de faire en sorte que ça fonctionne dans vos centres, avec les contraintes qu'il y a. C'est ça. Donc, voilà, c'est une proposition, c'est pas une règle de fonctionnement, c'est pas une recette, c'est une proposition qui, surtout, j'insiste, est dans l'alignement de ce qui a été pensé dès le départ dans la rénovation, qui s'appuie sur les mêmes conceptions. Maintenant, voilà, c'est à vous de vous en emparer. Hein, et si j'ai bien compris, c'est l'objet des ateliers qui suivent. Hein, c'est ça ? Voilà, merci.